Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et bienvenue dans le cadre de cette troisième séquence de la première séance du module théorie générale des obligations. Je rappelle comme d'habitude que ce cours ou ces conférences sont adressées aux étudiants de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, faculté de droit de Fès, l'option de droit, filière droit, semestre 2, module théorie générale des obligations. Toutes les sections de ce semestre sont concernées par ce cours, bien entendu. Alors, un bref rappel de ce que nous avons vu durant la séquence numéro 2, c'est qu'on a procédé, on avait déclenché le processus ou les techniques de la classification des obligations après l'avoir défini, comme quoi l'obligation est un lien juridique par lequel le créancier peut exiger de son débiteur une prestation, une abstention. On avait dit que le nombre des obligations reste illimité, on ne peut pas les compter, on ne peut pas les recenser, on ne peut pas les étudier une par une. La seule chose que les juristes puissent faire, c'est procéder à leur classification par groupe, étant donné que, comme on a déjà vu, pour les groupes qu'on a vu d'obligations, que chaque groupe d'obligations est soumis au même régime juridique. Alors, durant la séquence numéro 2, on a classé les obligations d'après leur nature. C'était la première classification. On a distingué les obligations naturelles et des obligations civiles. Dans le paragraphe 2, on a distingué les obligations on a classé les obligations d'après leur objet. Et à travers cette classification, on a distingué entre 3 types d'obligations: l'obligation de donner, de faire et de ne pas faire. Alors aujourd'hui, on arrive à une classification d'une importance considérable dans les sciences juridiques, que l'étudiant doit bien maîtriser, parce que c'est une classification dont le juriste peut s'en servir et utiliser dans d'autres matières qui seront enseignées par la suite. Alors il s'agit donc de la classification des obligations d'après leur force ou d'après leur intensité. Alors cette distinction est fondée sur la constatation que la garantie d'exécution par le débiteur est plus ou moins stricte. Je dois vous dire que cette classification est d'origine doctrinale. Il n'a été formulé ni par le Code civil français, ni par le DOC. De nombreuses dispositions de ces codes, que ce soit français ou marocain, s'y réfèrent cependant, je dirais, implicitement, d'emnir. Et les juges, les tribunaux, y recourent chaque fois qu'ils sont saisis d'une action tendant à l'allocation de réparation pour inexécution d'une obligation. Mais, bien que consacrée par la jurisprudence, cette distinction n'est pas à l'abri de la critique. Seulement, avant de voir, là je vous propose le plan, avant de voir dans une appréciation, avant de voir dans le cadre d'une appréciation critique quels sont les reproches qui lui sont adressés, il convient d'abord de définir l'obligation de moyens et l'obligation de résultat et de préciser les intérêts de distinction entre les deux obligations. On terminera ce paragraphe par le fait de parler d'une obligation nouvelle, d'une intensité, d'une force d'obligation nouvelle qui vient d'accéder dans le monde juridique, c'est l'obligation d'urroir. Donc nous avons 3 points importants à expliquer.
l'obligation de résultat, l'iltizam bin-natija, l'obligation de moyen, l'iltizam bil-wasila, l'obligation du croire, l'iltizam bil-daman. Donc, premièrement, donc, on va procéder à la distinction de l'obligation de moyen et de l'obligation de résultat. Donc, distinction de l'obligation de résultat, de l'obligation de moyen, de l'obligation de résultat. Commençons par l'obligation de résultat. Certains auteurs l'appellent aussi l'obligation déterminée, l'iltizam al-muhaddad. Il s'agit d'une obligation dans laquelle le débiteur doit parvenir au résultat promis au créancier et satisfaire celui-ci. Et là, je vais vous donner des exemples. Je répète d'abord la définition. Il s'agit d'une obligation dans laquelle, je parle de l'obligation de résultat. Il s'agit d'une obligation dans laquelle le débiteur doit parvenir au résultat promis au créancier et satisfaire celui-ci. Alors, quelques exemples. Constitue une obligation de résultat l'obligation qui incombe au transporteur, naqi, puisque celui-ci doit amener le voyageur sain et sauf à destination. Et si ce résultat n'est pas atteint, l'obligation est considérée comme n'avoir pas été exécutée. La même règle est valable pour le transport des marchandises, qui doivent être livrées par le transporteur en bon état à l'arrivée, dans l'état où il les a reçus. Sinon, le résultat n'a pas été atteint. D'où la mise en œuvre de la responsabilité du transporteur. Un deuxième exemple, les obligations de l'architecte et de l'entrepreneur. L'un et l'autre sont tenus de la réalisation d'un résultat, c'est-à-dire la construction d'un édifice ou ouvrage qui doit durer au moins 10 ans après sa remise au maître de l'ouvrage. Là, je vous renvoie à l'article 769 du DOC, qui traite de la question. Puisque cette période, l'ouvrage ne doit pas ni s'écrouler totalement ou partiellement, ni présenter un danger évident de s'écrouler par le défaut des matériaux, par le vice de construction ou par le vice du sol. Si ce résultat n'est pas atteint, la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte qui ont dirigé les travaux sera engagée par le maître de l'ouvrage, le propriétaire de l'édifice. Toutes les obligations, d'ailleurs, je dois vous dire que toutes les obligations de ne pas faire sont des obligations de résultat. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que la séquence numéro 2, j'ai longuement parlé des obligations de ne pas faire. Donc, toutes les obligations de ne pas faire, je vous rappelle l'exemple, le vendeur d'un fonds de commerce qui s'engage, qui a l'obligation de ne pas réouvrir un fonds de commerce similaire à celui qui a été vendu, a une obligation de résultat. C'est quoi le résultat? De ne pas réouvrir un fonds de commerce similaire à celui qui a été vendu. Donc, toutes les obligations de ne pas faire sont des obligations de résultat. La responsabilité donc du débiteur est engagée du moment que l'abstention promise n'a pas été respectée. Il faut se garder de déduire des exemples précédents que je viens de donner que l'obligation de résultat ne peut être que contractuelle. Il peut aussi être extra-contractuel. Et là, je vais vous donner un exemple. Ainsi constitue une obligation de résultat l'obligation qui pèse sur le gardien de la chose
ou de l'animal. Il est tenu de ne pas laisser l'animal ou la chose sous sa garde causer un dommage à autrui. À défaut, sa responsabilité sera engagée. Donc, ce qu'on peut retenir de ce que je viens de dire, c'est que dans une obligation de résultat, le débiteur donc, doit parvenir aux résultats promis dans le cas de l'obligation. Je dois vous dire que la multiplication des exemples d'obligations de résultat, la multiplication des exemples de l'obligation de résultat ne présente pas un grand intérêt. Il faut surtout retenir que dans ces obligations de résultat, le résultat est garanti au créancier. Et c'est là, précisément, ce qui distingue l'obligation de résultat de l'obligation de moyens, que je vais aborder de suite. L'obligation de moyens, petit 2. Certains auteurs l'appellent aussi obligation de prudence et de diligence. Dans cette obligation, le débiteur est tenu simplement de faire la diligence et de se conduire avec prudence, comme disait le juriste, en bon père de famille, pour tenter de satisfaire le créancier. Due diligence. Mais aucun résultat n'est garanti à ce dernier, c'est-à-dire au créancier. Le débiteur doit seulement utiliser les moyens nécessaires pour atteindre ce résultat. C'est-à-dire agir avec la diligence raisonnable, être vigilant. C'est tout. Le résultat n'est pas promis. Et là, je vais vous donner des exemples des obligations de moyens. On peut dire ainsi constitue une obligation de moyens, l'obligation qui incombe au mandataire. Le moukil. Le wakala, on a que le wakil ou le moukil. Le moukil ou le wakil. Donc l'obligation qui incombe au mandataire, c'est le mandataire, c'est le wakil. Et là, je me réfère à l'article 903 du DOC. Il résulte, en effet, de l'article 903 du DOC, que le mandataire, le wakil, celui que vous avez désigné, vous avez désigné quelqu'un pour que ce dernier agit en votre nom et pour votre compte. C'est ça ce qu'on appelle le contrat de mandat. Donc, l'article 903 précise que le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est tenu la diligence d'un homme attentif et scrupuleux. La diligence d'un homme attentif et scrupuleux. Le mandant, qui est le moukil, le mandant qui n'a pas obtenu le résultat escompté, ne peut mettre en cause la responsabilité de son mandataire qu'en cas de faute commise par celui-ci et bien sûr dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'un mandataire n'accomplit pas, dans le cadre d'un contrat de mandat, la mission comme il faut, il n'est pas responsable. Il ne pourra être déclaré responsable que si le mandant arrive à prouver la faute commise par le mandataire. C'est ce qu'on appelle dans le droit de la responsabilité civile une responsabilité fondée sur la faute prouvée. مسؤولية مبنية على خطأ واجب إثبات. مسؤولية مبنية على خطأ واجب إثبات. C'est-à-dire dans toutes les obligations de moyens, le débiteur n'est pas responsable en cas de dommage, en cas d'inexécution, en cas de mauvaise exécution, que si le créancier arrive à prouver la faute commise par le débiteur. Un deuxième exemple, qui est une hypothèse d'école en matière d'obligation de moyens. C'est l'obligation de soins incombant au médecin. L'obligation de soins incombant au médecin. Le médecin, en principe de le médecin,
le médecin ne garantit pas à la personne qui soigne la guérison. Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas garantir la guérison. Il doit seulement lui fournir des soins diligents, consciencieux et conformes aux données acquises à la science médicale. En d'autres termes, le médecin doit utiliser tous les moyens pour parvenir à la guérison sans la garantir. Il importe dans ce cas-là de préciser que certains auteurs proposent de limiter l'obligation de moyens aux actes médicaux. Aux actes médicaux et chirurgicaux proprement dit, et de considérer le médecin tenu à une obligation de résultat quant au fonctionnement des appareils et des instruments qu'il utilise pour l'accomplissement de sa mission, car il s'agit de mécanique et non de médecine. C'est-à-dire, comme l'obligation de résultat, l'obligation de moyens peut être non seulement contractuelle, comme le montrent les exemples précédents, celui des médecins et des mandataires, mais aussi extra-contractuelle. Ainsi, l'obligation imposée par l'article 77 et 78 du DOC. D'ailleurs, les obligations des contrats, les obligations de moyens. Tout homme doit se conduire prudemment en toutes circonstances. Mais contractuel ou extra-contractuel, l'obligation de moyens n'entraîne pour son mauvaise exécution ou inexécution que la responsabilité du débiteur que si celui-ci n'utilise pas les moyens nécessaires pour satisfaire le créancier. Et c'est du reste l'intérêt le plus important de la distinction entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens. Je m'explique. On a dit que lorsque un débiteur d'obligation de moyens exécute mal son obligation, il n'a pas agi avec la diligence raisonnable, ou il n'a pas exécuté son obligation parce qu'il n'a pas été prudent et diligent, il n'est pas responsable. Il ne peut être déclaré responsable que si le créancier arrive à prouver la faute. Et là, j'ai évoqué tout à l'heure le principe de la responsabilité qu'on appelle le principe de la responsabilité fondée sur la faute fourrée. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une obligation de résultat, si le résultat n'est pas atteint, le débiteur de cette obligation est automatiquement et d'office responsable. Le débiteur n'a rien à prouver. Le créancier n'a rien à prouver. Le débiteur ne peut s'exonérer qu'en prouvant les cas d'exonération classique. Force majeure, le cas fortuit, la faute du tiers, la faute de la victime. Si on n'arrive pas, si le débiteur d'une obligation de résultat n'arrive pas à prouver l'un des cas acceptés ou l'un des cas d'exonération que je viens de citer, les 4, il va payer. Il doit dédommager, il est responsable. Et c'est de là où vient l'intérêt, la distinction entre les deux obligations, l'obligation de résultat et l'obligation de moyens. Alors, s'agissant, pour résumer tout ce que je viens de dire, s'agissant de l'intérêt de la distinction, il y a d'abord un intérêt théorique, à savoir que l'admission de la notion d'obligation de résultat illustre bien l'objectivation du rapport obligatoire et le dépassement du caractère subjectif de l'obligation. Je m'explique. On ne s'occupe plus des capacités du débiteur, on a seulement en vue le résultat qui doit être atteint. Mais, sans être négligeable, l'intérêt théorique de la distinction obligation de moyens,
obligation de résultat ne présente pas la même importance que son, je dirais, intérêt pratique. Cet intérêt pratique se situe au niveau de la répartition de la charge de la preuve. Une question que j'ai évoquée tout à l'heure, mais d'une manière un petit peu tacite. Ainsi, dans le cadre d'une obligation de moyens, j'ai dit tout à l'heure que le créancier insatisfait, c'est-à-dire victime, doit prouver, outre l'existence du l'existence du préjudice et du lien de causalité, que le débiteur n'a pas fait ce qu'il fallait faire, n'a pas utilisé les moyens promis pour atteindre le résultat escompté. En d'autres termes, le créancier d'une obligation de moyens ne peut engager la responsabilité de son débiteur qu'en prouvant une faute de celui-ci. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure une responsabilité fondée sur la faute prouvée. Mas'ouliya mabniya ala khata wajib ithbat. Cette preuve ne s'impose pas lorsqu'il s'agit d'une obligation de résultat. J'ai dit tout à l'heure que la responsabilité du débiteur est engagée du moment que le résultat n'est pas atteint. Il ne peut s'y soustraire qu'en prouvant soit l'absence d'une faute de sa part, lorsqu'il s'agit d'un cas de responsabilité pour faute présumée, soit une cause étrangère, la force majeure, le cas fortuit, le fait de la victime, le fait d'un tiers, ces faits ayant détruit le lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable lorsqu'il s'agit de présomption de responsabilité. Alors si la distinction obligation de moyens ou de résultat présente des intérêts, certains critiques lui sont cependant adressés. Et là, un troisième point, l'appréciation critique. Ces critiques tiennent à l'insuffisance, je dirais, l'insuffisance de la distinction d'une part et à l'absence d'un critère absolument satisfaisant d'autre part. Donc premièrement, l'appréciation critique qui tient à l'insuffisance de la distinction. Les définitions que je viens d'évoquer, qu'il s'agit d'obligation de moyens ou d'obligation de résultat, manquent de nuances. Ils ne correspondent pas toujours à la réalité. Celle-ci est infiniment plus complexe. La réalité est plus complexe. Ces obligations sont susceptibles de degrés. En d'autres termes, toutes les obligations ne présentent pas le même degré de sévérité pour le débiteur. Et là, je m'explique. Ainsi, s'agissant des obligations de résultat, si, en principe, le débiteur peut échapper à toute responsabilité en prouvant qu'il n'a pas pu atteindre le résultat promis par suite de l'intervention d'une cause étrangère, que je citais tout à l'heure, force majeure, cas fortuit, faute de la victime, faute du tiers, cette notion peut être entendue de façon plus ou moins large, selon les cas. Ceci se traduit par une sévérité plus ou moins grande à l'égard du débiteur. Je peux vous dire que dans le cadre des obligations de résultat, ça c'est un point de vue personnel, je peux vous dire que le débiteur se trouve toujours dans le cadre d'une situation juridique confortable. Mieux encore, dans certaines obligations de résultat, le débiteur ne peut dégager sa responsabilité en invoquant la force majeure. Exemple, l'obligation ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent. La diversité de degrés se constate également dans les obligations de moyens.
selon les cas. Les moyens promis sont appréciés différemment. À la limite, rien n'empêche de concevoir des obligations de moyens tellement sévères qui se rapprochent des obligations de résultat. D'ailleurs, ce qui rend, je dirais, la distinction malaisée. C'est qu'un même contrat peut comporter à la fois des obligations de moyens et des obligations de résultat. Donc, ça c'est le premier problème dont souffre la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat. Deuxième problème dont souffre cette distinction, c'est l'absence d'un critère de distinction sûr. C'est vrai, dans la pratique juridique des obligations, on a difficulté à dire que dans telle activité, le débiteur est tenu à une obligation de résultat et dans telle activité, il est tenu à une obligation de résultat. Là, je peux vous annoncer des problématiques. Comme par exemple, le tailleur. Quand vous commandez, vous faites faire un costume ou une robe chez un tailleur, est-ce que le tailleur est tenu à une obligation de résultat ou une obligation de moyens? Le coiffeur aussi, le cordonnier. Et la liste, elle est longue. La loi ne dit rien. Donc, autrement dit, il faut un critère. Et parmi les reproches, les critiques qu'on adresse à cette distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens, c'est l'absence d'un critère de distinction sûr. Alors, pour distinguer les obligations de moyens des obligations de résultat, on a proposé 3 critères. Premier critère, c'est celui de la volonté des parties. Deuxième critère, c'est celui de l'aléa. L'aléa, L''A, L, E accent A. Le troisième critère, c'est le rôle joué par le créancier. Commençons par le premier critère, le critère de la volonté. معيار إرادة الأطراف. معيار إرادة الأطراف. Pour les partisans de ce critère, l'obligation est qualifiée de moyen ou de résultat selon la volonté des parties. Selon la volonté des parties. Ainsi, dans le contrat médical, le médecin s'engage seulement de fournir des soins diligents, consensueux et conformes aux données acquises de la science médicale en vue de guérir le malade. Donc la volonté des parties a accepté ça. Ils ont signé le contrat en précisant ceci dans le contrat. Donc la volonté des parties, des clauses bonout fil aqd, montre que le débiteur de l'obligation, qui est le médecin, n'a qu'une obligation de moyens. La même chose. Il se peut que dans un contrat de transport, un connaissement, un autre contrat de transport, peu importe, le transport de voyageurs ou de marchandises, le transporteur indique sur le contrat de transport la clause suivante. Le transporteur s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue de déplacer la marchandise ou le voyageur à destination. La volonté des parties a voulu ça. Les parties ont voulu que ce soit une obligation de moyens à la charge du débiteur et non pas à une obligation de résultat. Avec toutes les conséquences juridiques au niveau de la responsabilité que j'ai évoquées tout à l'heure. Le débiteur d'une obligation de résultat a une responsabilité de plein droit. Il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le cas fortuit, la faute du tiers ou la faute de la victime. Pour l'obligation de moyens, le créancier en situation juridique confortable, qui n'est pas confortable, il doit prouver la faute du débiteur. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure une responsabilité fondée sur la faute prouvée. Alors ce critère de la volonté des parties, d'apparence, je dirais simple, n'est pas à l'abri de la critique. Il n'est pas à l'abri de la critique. D'abord, ce critère est inopérant lorsqu'il s'agit d'obligations extra-contractuelles. Dans ce cas, il n'est pas question de rechercher la volonté des parties, mais celle du législateur. Ensuite,
la recherche de l'intention des parties est souvent périlleuse et peut déboucher à ce que j'appelle une impasse. Le débiteur aura tendance à soutenir qu'il ne sait pas, je dirais, acquitter, qu'il ne sait pas je dirais, qu'il ne sait pas ou qu'il n'a pas manifesté son obligation dans le cadre de l'engagement souscrit. De l'engagement souscrit, c'est-à-dire le contrat. Ensuite, je peux vous dire que la recherche de l'intention des parties est souvent périlleuse et peut déboucher, comme j'ai dit tout à l'heure, à une impasse. Cette fois-ci, le débiteur aura tendance à soutenir qu'il ne serait pas engagé, comme j'ai dit tout à l'heure, à garantir au créancier le résultat, mais seulement à utiliser les moyens nécessaires pour y parvenir. Évidemment, le créancier aura tendance à soutenir le contraire. Aussi, c'est pourquoi on a aussi à-t-on recherché un autre critère, celui de l'aléa. Alors, celui de l'aléa, certains auteurs ont proposé de lier l'obligation de résultat aux activités sûres et l'obligation de moyens aux activités aléatoires. Par exemple, le médecin ne souscrit qu'une obligation de moyens parce que la guérison n'est pas sûre. Il en va, je dirais, différemment du transporteur. Il peut mettre sur son contrat décollage de l'avion à 18h, atterrissage à 20h. Résultat. Donc l'activité transporteur n'est pas aléatoire, il est plus ou moins sûr dans la pratique. Mais le médecin, c'est aléatoire. Alors ce critère n'est pas satisfaisant non plus. D'une part, il est trop imprécis. Étant donné la difficulté de dire toujours à l'avance que telle activité est aléatoire, que telle autre est sûre. Cela, bien entendu, supposerait des statistiques, chose qui n'est pas évidente. D'autre part, ce critère est pensé du point de vue du débiteur, il est, je dirais, défavorable au créancier. Celui-ci souhaite d'autant l'obligation de résultat que les risques sont grands, c'est-à-dire que l'activité est aléatoire. Le critère de la volonté et celui de l'aléa s'étant révélé, je dirais, inopérant, on a cherché le critère de la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens dans le rôle joué par le créancier. Donc, troisième critère, le rôle joué par le créancier. Ce rôle, je dirais, est variable. Dans certaines obligations, le rôle joué par le créancier est purement passif. Le créancier ne fait rien. Alors, ces obligations sont des obligations de résultat. Par exemple, le voyageur n'a qu'à se laisser amener à destination par le transporteur. Celui-ci est tenu à une obligation de résultat parce que l'exécution ne dépend pas de lui, ne dépend pas du créancier. Ça arrive qu'on dort dans le train, donc vous avez un rôle tellement passif. Vous êtes débiteur de déplacement. La situation est différente dans les obligations où le créancier participe activement à l'exécution. Ces obligations sont qualifiées d'obligations de moyens. C'est ce critère qui a été retenu par la jurisprudence au Maroc. Ainsi, il a été jugé que
l'exploitant dans hammam, le bain mort, le bain public dans la rue, le hammam, l'exploitant d'un hammam n'est tenu qu'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il est tenu de prendre les dispositions, qu'il est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité de sa clientèle, mais ne garantit pas leur sécurité. Pourquoi? Parce que le débiteur qui est le client du hammam participe activement. C'est lui qui remplit l'eau, c'est lui qui se lave, donc il bouge, contrairement aux voyageurs. Une autre jurisprudence, la coiffeuse dans un salon, à cause d'une faute professionnelle qu'elle avait commise, lors d'une coupe de cheveux pour le compte d'une femme, a été condamnée responsable et tenue à une obligation de résultat, c'est-à-dire la réussite de la coupe demandée par la cliente. Pourquoi? Parce que la cliente a un rôle passif. Chez la coiffeuse, il ne fait rien, c'est la coiffeuse qui travaille. Donc, en cas de faute, c'est une responsabilité de plein droit parce que le résultat n'est pas atteint. À travers ces exemples, on peut dire qu'en réalité, outre le critère susvisé, il est tenu compte de certain nombre de facteurs comme le caractère rémunéré ou gratuit de l'obligation, la nature ou l'intérêt en jeu, l'existence ou non d'une assurance. En effet, je peux vous dire que les obligations dont, je dirais, les obligations rémunérées, celles concernant la vie et l'intégrité physique des personnes, ainsi que les obligations dont les débiteurs sont assurés, auraient dû l'être, sont en principe des obligations de résultat. Et moi, personnellement, je dois vous dire que le critère que je trouve le plus plausible dans le domaine de la classification des obligations d'après leur force ou leur intensité, c'est le premier qu'on a vu, celui de la volonté des parties. Un contrat doit être bien rédigé. Et c'est aux parties, ça veut dire les créanciers et les débiteurs, doivent parfaitement rédiger leur contrat en précisant est-ce que le débiteur est tenu à une obligation de résultat ou à une obligation de moyens. Exemple, si vous trouvez dans un contrat que le créancier s'engage à livrer la marchandise tel jour, telle heure, telle date, à tel lieu, obligation de résultat. Si vous trouvez dans le même contrat que la personne s'engage à prendre les mesures nécessaires ou à être vigilant en vue de transporter la marchandise, obligation de moyens. Donc le critère de la volonté, je pense que c'est le critère le plus plausible, et parce que certains, comme le dernier critère qu'on a vu, le critère du rôle joué par le créancier, ce critère, à première vue, il est bon, il est intéressant. Parce qu'il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit ce critère du rôle joué par le créancier? Lorsque le créancier a un rôle passif dans l'obligation, c'est une obligation de résultat. Lorsque le créancier a un rôle actif, c'est une obligation de moyens. Mais ce critère a faussé l'obligation de médecin. Parce que le malade a un rôle passif. Ça va devenir une obligation de résultat pour le médecin. Donc, chose qui n'est pas acceptable dans le domaine juridique. Un médecin ne pourra jamais garantir la guérison de ses malades, mais il peut bien sûr garantir ou promettre de faire de son mieux, ce qu'on appelle la due diligence chez les Anglais, ou agir avec la diligence raisonnable. Voilà ce qu'on peut dire sur la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens. Maintenant, il reste un dernier volet de la classification des obligations d'après leur force, et là, c'est une nouvelle obligation, c'est l'obligation d'urcroire. L'obligation d'urcroire, c'est l'obligation dans laquelle le débiteur s'engage à garantir, je dis bien garantir d'aman, la parfaite réussite de l'exécution de l'opération. Je peux vous dire que quand un débiteur s'engage dans le cadre d'une obligation d'urcroire, il peut être déclaré responsable même en cas de force majeure. Même pour une faute d'origine inconnue. C'est ce qu'on appelle le principe de la présomption de responsabilité. Donc on a vu obligation de résultat dans le quoi? Responsabilité de plein droit. Obligation de moyens dans le quoi?
il donne responsabilité fondée sur la faute prouvée. Mais la responsabilité d'y croire donne présomption de responsabilité aux fautes présumées. Et l'obligation de croire a intégré le droit marocain, notamment dans le Code de commerce de 1996, et plus précisément dans son article 460, qui traite de la responsabilité du commissionnaire, le wakil al-amoula. Cet article nous dit que lorsqu'il est dû croire, le commissionnaire est garant de toutes les opérations promises, ainsi que les parties auxquelles il est solidaire avec les personnes avec lesquelles il a travaillé. Il est garant. Donc, j'ai dit, la différence, c'est que lorsqu'on est tenu à l'obligation de croire, on est tenu, d'ailleurs certains juristes français ont voulu appeler l'obligation de croire l'obligation de résultat renforcé. Mais finalement, on a trouvé une appellation plus adéquate, plus jolie, c'est la responsabilité du croire, al-mas'ouliyya bid-daman. C'est-à-dire que vous n'avez pas droit à l'erreur, vous n'avez pas droit à une excuse, vous n'avez aucun cas d'irresponsabilité. J'ai dit, le débiteur risque d'être déclaré responsable même en cas de force majeure, et là vous n'avez qu'à se référer à l'article 460 du Code de commerce marocain pour voir la nature et l'intensité de cette obligation. Et là, comme ça, on a terminé la classification des obligations d'après leur force ou leur intensité. La prochaine séance sera consacrée à la dernière, la quatrième classification des obligations d'après leur source. Donc, avant de vous quitter, je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Donc, n'oubliez pas de consulter vos conférences sur Model, la plateforme des étudiants mise en place par l'Université Sidi Mohamed Abdallah de Fès, sur laquelle vous trouverez toutes mes conférences relatives à la matière, TGO, avec un support de cours écrit, et avec le DOC, la version consolidée, la dernière version. Donc, je vous souhaite bonne chance, bon courage et à très bientôt. Je rappelle que ces conférences sont adressées aux étudiants de la faculté de droit de Fès, première année, semestre 2, module théorie générale des obligations. Toutes les sections sont concernées par le cours. Et bien sûr, on aura par la suite des séances interactives sur la plateforme Moodle. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bye bye.